On a souhaité donc conclure ces 3 jours de rencontre avec l'organisation qui s'est créée il y a maintenant 2 ans et qui s'appelle les Francophonies de l'innovation touristique. On aurait normalement dû avoir à cette table aussi des collègues belges, québécois, suisses, et qui n'ont malheureusement pas pu être avec nous. Donc on reste entre franco-français. Mais on a eu une petite session d'échange la semaine dernière avec un Zoom de 25 personnes qui a permis aussi d'échanger nos points de vue, pour le coup, et de réfléchir un petit peu à ces sujets-là. Donc j'ai envie de dire maintenant, après cet échange, après les échanges qu'on a déjà eus depuis maintenant 2 ans au sein des Francophonies d'innovation touristique, et ces 3 jours ici, qu'est-ce que vous retenez, vous, de saillant en ces temps incertains, comme vient de le rappeler Jacques, et qu'est-ce qui est prioritaire peut-être pour les destinations dans les quelques mois qui viennent et pour se projeter un peu plus dans le futur? Je ne sais pas lequel de vous veut commencer à prendre la parole. Je vais passer la parole à Ludivine, mais juste rappeler que les Francophonies d'innovation touristique ont été créées suite à une manifestation dont nous avons eu l'idée, mais justement à Pau, lors des rencontres e-tourisme, où nous nous sommes dit que finalement, de chaque côté de l'Atlantique, au départ c'était entre Québec et France, on n'avait pas souvent l'occasion d'échanger. Et donc du coup, depuis maintenant 9 ans, on se réunit 1 fois par an pour échanger sur les sujets du moment et essayer de se projeter d'un point de vue innovation entre différents pays francophones, Suisse, Belgique, Canada et France. Donc juste sur les points saillants. Oui, donc c'est vrai que par rapport à ces rencontres et par rapport justement à la crise que nous sommes en train de traverser, ce qu'on s'est rendu compte et surtout par rapport aux tendances, parce qu'on parle beaucoup de nouvelles tendances suite à cette crise sanitaire, c'est surtout que ça a révélé les tendances de fond qui étaient déjà existantes avant le confinement, mais qui du coup se sont vraiment accélérées. Donc je pense que c'est ça aujourd'hui qui est assez révélateur, c'est que quand on traverse une crise, ça accélère des tendances de fond. Et ces tendances de fond qu'on avait déjà et qu'on commençait à travailler avant le confinement, notamment tout ce qui était d'être plus en lien avec son territoire, avec le savoir-faire local, le côté vivre des expériences, ça s'est révélé, ça s'est accéléré. Et c'est que du coup, la vitesse s'accélère sur la mise en opération des projets et sur son organisation et sa structuration surtout. Donc c'est ça qui est révélateur. Et de se dire qu'aujourd'hui, il y a une accélération de ces tendances qu'il faut mettre en opération tout de suite, mais aussi qu'on a des tendances qui sont à la fois sociétales, mais aussi des tendances institutionnelles. Et il va falloir les faire converger ensemble maintenant. Ça va être ça, je pense, la priorité, les grands chantiers de demain. C'est de converger, mais dans le même sens, et dans la même direction. Merci Ludivine. Paul, tu veux compléter? Je voulais peut-être rapidement... Alors, non, parce qu'on n'a pas suffisamment de micros pour chacun d'entre vous, sauf si tu as un micro personnel. Mais voilà, je suis le seul à avoir ce privilège. Je m'en excuse auprès de vous. Mais du coup, vous passez le micro. Et il n'y a pas de problème dans la mesure où vous gardez le masque. Du coup, on a 2 micros, hein, donc vous pouvez vous en garder un pour 2. Je suis allé un peu vite en besogne quand même. J'ai oublié de vous présenter du coup les uns et les autres. Donc Ludivine, qui vient de prendre la parole, travaille à la mission autour du Louvre-Lens. Donc une mission qui dépend de l'agence départementale, mais qui exerce en fait son quotidien sur un territoire, comme pourrait le faire un office de tourisme. Hein. C'est la particularité un petit peu de ta mission au quotidien. Paul Fabing, qui va prendre la parole et qui nous vient... Alors c'est entre le département et la région, hein, c'est l'Alsace, dans le Grand Est, un département, bientôt 2 départements qui vont fusionner. Je crois qu'il faut que je te explique en dehors d'un bar tard le soir. Et puis Emmanuel Bobin, donc de l'Open Tourism Lab, et évidemment Jean-Luc Boulin, donc qui a cofondé cette association des Francophonies d'innovation touristique. Donc 4 profils qui viennent un petit peu alimenter toutes ces réflexions avec leur point de vue, leur prisme et leurs expériences. Paul, pour toi, quelles sont les tendances qui... on parlait d'accélération qui se révèle aujourd'hui et ce sur quoi on doit travailler dans les mois qui viennent. Bon, moi, j'observe un petit peu ce qui se passe comme tout le monde. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est la sensibilité au récit du territoire qui s'est vraiment développée. Il y a une prise de conscience
d'un passage, d'une transformation vers vivre des moments sur un territoire plutôt que d'être simplement consommateur d'un paysage et d'une offre touristique. C'est aussi lié au fait qu'il a fallu réinventer des choses par rapport au public de proximité, puisqu'on n'avait plus le prisme dans lequel on s'était un peu perdu, peut-être d'ailleurs, hein, du tourisme lointain, à qui on devait donner à voir et donner à vivre des choses extrêmement calibrées et normées. Donc ça m'a paru vraiment intéressant, et ça m'a rappelé la séquence des francophonies quand on était à Sherbrooke, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2016, où on avait dit dans la conférence que dorénavant il fallait considérer les touristes comme des habitants temporaires d'un territoire, des résidents même temporaires, puisque habitants au Québec, ça a une signification un peu différente. Et je crois qu'on arrive à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on va de plus en plus considérer nos visiteurs comme des personnes qui viennent habiter nos territoires pendant un certain temps, et les considérer comme ça en termes de loisirs, d'offres et de rencontres avec les locaux. Ah, Emmanuel a déjà un micro, et Emmanuel, de ton côté, et à travers le prisme de l'accélérateur de start-up que vous êtes, qu'est-ce que tu vois, toi, émerger, et notamment dans les solutions qui peuvent être proposées dans l'Open Tourist Lab? Moi, je vois, c'est vrai que du coup, ce qu'on vit crée des nouveaux usages. En préparant et en discutant avec les amis des Franco, je me souviens de ce que disait Paul Arsenault, notre Québécois. Il disait, on ne reviendra pas au monde d'avant. Et on citait quelques exemples, mais l'usage de la visioconférence fait que, voilà, on a eu quelques témoignages, on dit, je ne sais plus qui le disait hier, mais ma grand-mère maintenant sait utiliser une visio, etc. Donc il y a des adoptions de nouveaux usages. Et moi, ce qu'on peut observer, et ce qui peut être une des tendances, certes plus de digital, mais plus d'humain, tout le monde l'a dit là depuis quelques jours, il y a des accélérations comme disait Ludivine, mais maintenant il va falloir venir hybrider tout ça, mélanger les deux, donc on est toujours face à un certain nombre de contradictions, mais c'est là où il y a beaucoup de créativité, il y aura de l'innovation, que de pouvoir répondre à ces enjeux-là. Ok, plus digital, mais plus d'humain, et qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi, du coup, si on met ça dans l'équation, c'est quoi la réponse? Voilà, et puis après, il y a eu des témoignages exceptionnels, là, pendant ces 2 jours, et même là, de ce matin avec Charles-Édouard Girard, c'est sur l'engagement. Et avec ces nouveaux modèles économiques, donc et puis on a eu Aquatech là qui vient de montrer aussi, donc l'engagement sociétal, l'engagement environnemental va amener à redéfinir là aussi certes des nouveaux usages, mais des nouveaux modèles, et c'est ça qui est vraiment passionnant, quoi. Jean-Luc, un tourisme plus social, plus solidaire, c'est aussi un des aspects que tu retiens? Oui, moi j'insisterai sur le changement au sein même de la profession. C'est-à-dire on était vraiment sur un signal faible. Par exemple, il y a 2 ans ici, on parlait de tourisme durable. C'était le manifeste sur le tourisme durable. L'an dernier, on a fini la séquence en parlant de qualité de vie au travail, etc. Mais c'était quand même pas dans le monde du tourisme institutionnel comme privé des sujets qui étaient quand même pas généraux. J'ai eu l'impression là, et en fait ça se vérifie, que les premières semaines et les premiers mois, le confinement, il a fait beaucoup s'interroger. On sortait juste du tourisme bashing, du fly scam, etc. Les professionnels du tourisme en Occident, sur le sens qu'ils donnaient à leur activité, à leur stratégie. Les groupes Facebook du type Demain le tourisme, Respire, etc., qui est devenu une association, rassemblent des milliers de professionnels dans un secteur où finalement il n'y en a pas tant que ça. Et donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se posent des questions. Ça m'amène à dire que cette tendance de le sens que je donne à la façon dont on fait du tourisme pour son impact doit aussi interroger les élus. Ce que disait Jean Pinard, le directeur du CRT Occitanie, hier, en prenant l'exemple de Saint-Émilie, en disant mais finalement, s'il y a un collège qui existe encore, c'est ça, ça peut être ça aussi le sens donné au tourisme, ça va entraîner les élus plus que jamais à se poser la question de la stratégie et du sens qu'on veut donner à l'action publique. Et ça, je pense que ça, maintenant, c'est parti, on ne reviendra pas dessus, et c'est peut-être à nous à faire accélérer cette tendance pour que sur tous les territoires, on puisse enfin avoir des élus qui réfléchissent au sens à donner à l'action touristique. Décloisonner. Il faut décloisonner. Ce que tu viens de dire, c'est important, c'est
pardon, excuse-moi Ludo, mais c'est sur évidemment ces équilibres territoriaux, certes, mais aussi décloisonnés, surtout dans les collectivités, voilà, entre entre la direction du tourisme, la direction du développement économique, entre la direction des aménagements, passant en mode projet pour voir que toutes ces directions puissent parler. Mais justement, ce qui est intéressant, et on l'a vu dans de nombreux témoignages, l'intelligence pour devoir développer des solutions un peu dans l'urgence a nécessité beaucoup de transversalité, a peut-être permis aussi aux gens de faire davantage d'efforts qu'ils n'en font au quotidien finalement pour être efficaces tous ensemble, et c'est peut-être de bonnes habitudes qu'il va falloir que l'on conserve, parce que là on fait donc des constats, et vous êtes à peu près raccord tous les quatre, heureusement j'ai envie de dire. Une fois qu'on a fait ces constats, il faut le mettre en chantier. C'est quoi les chantiers et qui vous paraissent essentiels à venir, et sans être devin, parce qu'on ne sait pas encore une fois, comme le répétait Jacques, combien de temps on va être dans ce marasme, mais les chantiers essentiels à mener sur les 2 ans qui viennent. Alors moi, le premier chantier, ça va être un chantier pour vaincre la résistance au changement. C'est-à-dire, je pense, et on en a beaucoup parlé la semaine dernière avec ce panel un peu de 25 personnes de différents pays, j'en ai parlé avec beaucoup de monde ici. On est dans une situation où tout le monde et tous les professionnels du tourisme aimeraient que la Covid ne soit qu'une parenthèse. C'est-à-dire qu'en gros, allez, on a trouvé le vaccin et puis ça revient comme avant. Or, on sait que ça ne sera pas comme avant. Il y aura des choses qui reviendront, mais il y aura des choses qui devront évoluer. Il y a des secteurs touristiques, je sais pas, le tourisme d'affaires va forcément évoluer. Le tout lié d'ailleurs à l'évolution qu'on avait déjà sur le changement climatique font faire qu'il va falloir faire pivoter des activités, des pans entiers de l'économie touristique. Mais pour ça, il faut que culturellement, les acteurs du tourisme l'acceptent. Donc ça veut dire que le premier chantier, ça va être cette résistance au changement qu'il va falloir vaincre, parce qu'il va falloir discuter, informer, etc., avant de pouvoir faire de l'accompagnement. Parce que c'est pas la peine de réunir sur un territoire l'ensemble des hôteliers pour leur dire, bon allez, comment on se diversifie, qu'est-ce qu'on fait, si eux, ils sont persuadés que dans quelques mois, ça repart exactement comme avant, quoi, en fait. Donc du coup, ça, avant de lancer toute action chantier d'innovation, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Premier message, donc, arrêtez de faire le dos rond, ça ne reviendra pas comme avant, il va falloir réinventer certaines choses. Oui, puis je pense que, comme tu disais, Ludo, cette situation, ça a permis d'enclencher de nouvelles choses, d'accélérer de nouveaux projets, et surtout, ça a créé des nouvelles dynamiques. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi ici pendant les rencontres, c'est qu'il y a quand même des envies, des gens qui ont envie d'avancer, qui se disent de toute façon, on le sait, on ne reviendra pas en arrière, on ne rattrapera pas le chiffre qu'on a perdu. Et du coup, c'est de soutenir ces dynamiques et surtout de se donner la liberté de créer. Je pense que c'est vraiment important de se dire, maintenant, il faut qu'on prenne cette liberté, qu'on s'autorise à créer. Et c'est pas juste, voilà, l'offre touristique, ok, on va lui mettre un petit coup de peinture et elle sera adaptée. C'est de bien structurer le contenu, de bien retravailler le contenu des destinations pour pouvoir ensuite en faire des offres qui soient pertinentes, en adéquation justement avec les nouvelles attentes qu'on a aujourd'hui. Je pense que, pour moi, c'est des chantiers qui sont prioritaires et qu'on doit mettre en opération dès demain sur les territoires. Alors Paul, de ton côté, on a réagi, on le disait, de façon assez rapide, Oui. et il a fallu trouver des solutions. On a plus ou moins bien réagi selon les territoires, selon les organisations. C'est quoi pour toi le chantier essentiel à venir? Je pense que, moi je réagis par rapport à une leçon peut-être qu'on a prise pendant cette période. Dans certains territoires, comme tu l'as dit, c'est la réaction épidermique, la réaction de stress en fait qu'il y a eu sur. On l'a vu quand on a fait la battle sur la communication, sur la promotion. On a vu qu'il y avait des systèmes qui s'enrichissaient pendant la crise, et d'autres qui étaient en fait simplement des coûts qui partaient parce qu'il fallait faire quelque chose, quoi, grosso modo, et peut-être un peu par mimétisme par rapport à d'autres. Donc premier chantier, c'est essayer de comprendre comment on pourrait ne pas retomber dans ces mêmes erreurs si on avait un nouveau coup de blues qui se pointait, ce qui est toujours possible évidemment et probable. Et sur le reste, c'est de la même manière, c'est prendre de la hauteur, rester toujours un peu plus haut pour survoler un peu les choses, et quitte à perdre un tout petit peu de temps, parce qu'on a vu aussi que ceux qui avaient réagi tout de suite n'ont pas forcément été les plus
les plus appropriées, prendre un peu de hauteur, et puis ça repose la question, mais ça a déjà été évoqué par Jean-Luc et Ludivine, sur l'organisation. C'est-à-dire qu'on se rend compte de l'inadéquation de nos structures actuelles à cette idée de réaction, d'agilité, et surtout, je crois qu'il y a eu une prise de conscience du fait que toute notre économie touristique est liée, que tout est chaîné. Je pense que même les socioprofessionnels n'en avaient pas eux-mêmes conscience. Ils étaient un peu dans silo, dans leur groupement notamment, et que là, ils ont pris conscience de ça, et donc ça nous ouvre des champs, tu le disais, d'innovation peut-être, mais en tout cas de collaboration, ça c'est certain. Moyen de réinventer les collaborations et peut-être d'imaginer d'autres modèles. Et peut-être nous réfléchir à se réorganiser aussi en tant qu'institutionnel pour accueillir ces collaborations, et pas, comme aujourd'hui, juste nourrir des projets avec les uns et avec les autres. Emmanuel, avec ton œil un peu extérieur aux destinations, mais en même temps vous travaillez aussi directement avec certaines d'entre elles, tu penses qu'il faut aussi revoir nos organisations, repenser la façon dont on travaillait jusque-là? De manière humble, nous en tout cas on veut bien y contribuer, effectivement en intelligence collective, et je crois que là voilà, il faut ouvrir tous les chakras. Moi je dirais qu'il faut même partir maintenant, profitons-en, repartons d'une feuille blanche. Je vais prendre même peut-être un cas d'usage. On va se mettre à la place des stations de ski. Comment les stations de ski vont préparer la saison, quelle est la jauge sur laquelle ils vont se stabiliser. Voilà, donc et puis donc toutes ces structures, moi je mettrais pratiquement tous les modèles anciens de côté, ne serait-ce que là on a déjà, je pense, les uns et les autres démarré les projections budgétaires. Je vois moi en mois de mars, au mois d'avril dernier, on a été appelé d'urgence, on avait tel budget marketing, comment ce budget marketing on le réoriente, on le réorganise, parce que il y a des actions qui n'ont plus lieu d'être. Là, moi, à la rigueur, carrément mettre de côté et partir d'une feuille blanche pour repenser toutes ces structures de coûts par rapport à ces actions-là qui font sens, des idées qui ont été évoquées précédemment. Donc je pense que là, il y a ce boulot-là à faire. Repartir de sa feuille blanche, ça fait du bien parfois. Moi, je rajouterais que la difficulté que vont avoir beaucoup de patrons de destination, et même d'entreprises privées, ça va être d'avoir deux choses à la fois, deux chantiers à la fois, un chantier plus de fond et un chantier plus immédiat. Le chantier de fond, comme on disait tout à l'heure, acculturer les gens au fait que ça va pas revenir comme avant, et puis commencer à observer sur une destination vraiment les secteurs précisément qui vont devoir pivoter, qu'on va devoir accompagner, là où il y aura de la casse, etc. Et là, il y a vraiment un gros chantier de fond, et puis qui va prendre du temps, parce que pour pouvoir pivoter, va vraiment, comme on n'est pas devin, on ne sait pas exactement comment ça va évoluer, on imagine qu'il va falloir faire évoluer, mais dans quelle proportion, ça va prendre du temps. Et puis parallèlement, c'est préparer les mois à venir, quoi, en fait. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui, et on en discutait dans l'atelier tout à l'heure, que pour le moment, on ne s'est pas trop posé la question, à part pour la montagne, on doit déjà préparer la saison d'hiver, mais pour les autres territoires touristiques, c'est comment on va préparer la haute saison 2021. Parce que, vous voyez, le salon de l'agriculture annulé, ça veut bien dire que les vacances de Pâques prochaines, l'été prochain, on sera dans une situation qui globalement risque de ressembler à celle qu'on a connue en 2020 d'un point de vue sanitaire, mais pas forcément sur le comportement des clientèles. Il y aura sans doute des clientèles françaises qui ne partent pas à l'étranger, ces 12 millions de Français qui ne sont pas partis à l'étranger continueront à venir en France, mais pas forcément, peut-être avec un niveau d'exigence différent, peut-être que ils demanderont à voir d'autres choses. Comment on fait pour que la saison 2021 elle ne soit pas dans l'urgence comme cette année? Comment on accompagne les professionnels? Comment on réenchante une offre territoriale, parce que cette année, on a abandonné des animations, on a fait, mais l'an prochain, encore une fois, il va falloir, d'après moi, mettre le paquet. Et puis, comment on surfe pour toutes les destinations qui ont vu beaucoup plus de monde, comment on enclenche des actions de fidélisation, parce que Paul Arsenault nous le disait vendredi, ou l'autre jour quand je l'ai appelé, il me citait l'exemple du Canada, dans les années 2002-2003. 2001, les attentats à New York. 2002-2003, la fréquentation américaine au Québec et au Canada a augmenté de façon exponentielle. Tous les acteurs se sont dit c'est un marché nouveau qu'on a conquis. Et on va travailler là-dessus. 2004,
tous les Américains, ils sont repartis à voyager à l'international et ils ne s'étaient pas du tout organisés pour essayer de fidéliser cette nouvelle clientèle. Je pense que pour les destinations qui ont connu un accroissement important et qui vont le connaître encore en 2021, il y a vraiment cet enjeu-là, qui est un enjeu de data, qui est un enjeu de GRC, qui est sans doute à gérer, et là je rejoins ce que vous disiez sur les décloisonnements. Hein, c'est pas à gérer à l'échelle de chaque micro-destination, mais il y a des choses à gérer. Et puis pour les destinations qui ont connu une année 2020 extrêmement difficile, comme notamment les villes, je pense que là aussi, il y a un chantier d'assistance, de sauvetage sur 2021 qui va être absolument énorme. Et donc c'est les deux choses à gérer en même temps, d'après moi, qui constituent le challenge. Et c'est vraiment le rôle du patron de destination d'arriver à avoir le temps de cerveau disponible pour être à la fois dans une gestion urgente, mais à la fois dans un travail de fond, et que les élus derrière, les socioprofessionnels, enfin l'ensemble de l'écosystème, soient sur ces deux niveaux en même temps. Alors c'est justement la question sur laquelle j'allais vous lancer, puisqu'on parle de repartir d'une feuille blanche. Tu parles de temps de cerveau disponible, et c'est bien des soucis. Tu parlais de situation de stress, et on a l'impression que ça va se poursuivre, qu'on va continuer de réagir dans l'urgence. Comment on dégage du temps pour repenser nos modèles? Comment on s'y met collectivement? Comment on le fait dans chacune de nos organisations au final? Moi, je pense de le mettre en place dans chacune de nos organisations, comme on sait très bien, c'est pas évident de faire bouger certaines lignes, ça va mettre aussi du temps. Ça, c'est pas une crise qui va tout transformer, c'est pas une crise qui va transformer du jour au lendemain les institutions, les modes de fonctionnement. Il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Mais ce que moi je pense, et là où je suis convaincue, c'est qu'on peut mettre dès à présent des équipes en place, donc des cellules de projet, pour justement travailler déjà sur 2021 et pour pouvoir déjà travailler aussi en transversalité. On l'a vu et on l'a constaté. Il va falloir, comme Emmanuel dit, hybrider. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que l'ensemble des acteurs est en train de faire. Donc profitons-en pour créer vraiment des cellules projets, de mettre en place des projets afin de fidéliser aussi cette clientèle. Et pour la fidéliser, il va falloir aussi travailler sur le contenu. Et c'est surtout, il y aura des points de vigilance à avoir, c'est surtout de dire, la solution, c'est pas, je fais une cellule d'innovation, c'est comment je vais créer des projets. Parce que l'innovation, c'est pas, je vais accélérer les choses juste en innovant, mais ça va être le contenu de cette innovation qui va être importante et qui va faire qu'on fidélisera la clientèle. Donc au niveau de la méthodologie, oui, il faut mettre en place ces cellules et avancer tous ensemble, mais de manière pluridisciplinaire, je pense. Paul, toi, tu vois des actions qu'on peut enclencher rapidement et est-ce qu'il faut réfléchir au statut? On l'a beaucoup évoqué, tu le disais, Jean Pinard en a parlé, on en a parlé sur plusieurs ateliers également. Ben moi, ça me rappelle le thème, une des idées qui avait été émise lors de des francophonies en 2018, quand on était en France, mais un peu plus loin que Pau, pour nous Alsaciens. Et c'était l'idée d'aller vers peut-être un modèle de fondation pour gérer le tourisme sur une destination, parce que la fondation semble être un outil assez idéal pour partager des valeurs, collecter des fonds, de tous ordres, publics ou privés, de pouvoir mettre en place des équipes agiles, de pouvoir mettre en place des modes projet. Enfin, ça permet plein de choses. Et surtout, ça donne du sens et ça peut affirmer des choses beaucoup plus fortement qu'un office de tourisme d'un côté, un CDT et un CRT, par exemple, et des opérateurs privés. Donc voilà une piste sur laquelle on peut réfléchir. Alors, c'est pas de l'extrême court terme parce que ça mettra un peu de temps, mais sur le très court terme, moi j'ai envie de dire, soyons aussi réalistes et lucides. C'est peut-être aussi avoir le courage de, comme tu disais, remettre à plat un certain nombre de missions et se reposer la question de la valeur portée par ces missions, et pour gagner du temps et gagner de l'énergie pour se concentrer sur des choses nouvelles. On peut lister ce que fait un CDT, ce que fait un office de tourisme et ce que fait un CRT. Pour les CRT, on en a parlé, je ne vais pas faire l'iconoclaste, mais les marchés lointains, aujourd'hui, c'est
ça semble un tout petit peu compromis, notamment pour l'année prochaine. Donc ça dégage des moyens déjà, tout simplement. Ça dégage aussi du temps, parce qu'il y a des gens qui s'en occupent et qui s'en occupent avec ferveur. Donc on voit on a de la ressource disponible, simplement en réorientant aussi un certain nombre de choses, mais ce qui veut dire aussi se transformer intellectuellement, en compétences, se pivoter, tu disais, j'aime bien ce mot-là, bouger dans un autre sens pour voir les choses d'une autre manière. Et c'est ce travail-là, je pense, qui est vraiment le plus urgent, parce que c'est celui-ci qui pourra permettre d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, dire aux équipes, on va partir sur de nouveaux projets, sur de nouvelles cibles, sur de nouvelles démarches, sans dire en même temps, on ne fera plus ça, ça et ça, ça ne peut pas fonctionner parce que les gens sont au taquet, quoi, tout simplement, quoi. Il va falloir libérer du temps pour s'atteler à de nouvelles missions, de nouvelles tâches. Peut-être avec toi, Emmanuel, parler un peu de collaboration, parce que si on le fait tous chacun dans notre coin sans partager, on risque encore de repartir chacun dans sa direction. On n'a pas tous des territoires équivalents, on n'a pas tous des organisations équivalentes, mais malgré tout, il y a beaucoup de choses qui peuvent être transposables. Oui, je pense. Enfin, en tout cas, c'est la dynamique qu'on veut tous porter, ces échanges-là. Donc, on travaille avec les uns et les autres, donc d'avoir peut-être entre des territoires et ce qui pourrait être des solutions, avoir quelques tiers de confiance. Je pense que c'est aussi le rôle de ce qui sont les francophonies d'innovation touristique et d'être en réflexion, de bien prendre en compte les sujets des territoires et de voir est-ce qu'il y a une solution sur l'étagère. Si on reprend les sujets dont on évoquait préalablement, est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui pour renifler un peu les tendances comportementales? En tout cas, il y avait un très beau panel de startups là sur Pau pendant 2 jours. On a des startups qui proposent ça, de dire, voir, tiens, qu'est-ce que sur Internet, quelles sont les intentions de voyage dans les semaines et les mois à venir. Et ça peut être ces indicateurs-là qui peuvent orienter certaines politiques, ou en tout cas marketing ou d'action. Après, justement, Jean-Luc parlait de tout ce qui est GRC. Alors là, sur Pau, pendant 2 jours, on a eu énormément de solutions en GRC. Alors après, il faut savoir, entre l'acquisition, l'engagement, la fidélisation, tous ces temps-là, qu'est-ce qu'on emboîte aussi comme solution, parce qu'il n'y a pas une solution qui prend le global, donc il faut avoir une vision globale de l'architecture digitale d'une destination et voir comment on rajoute parfois ces briques métiers. En tout cas, j'espère que vous avez tous pu rencontrer les startups et qui, justement, pour certains, moi j'ai été frappé, déjà viennent hybrider les modèles et qui remettent en plus, alors je ne veux pas faire trop de promo, mais il y avait une solution qui permettait de remettre aussi par une solution digitale, le conseiller en séjour au cœur du parcours, du choix de la destination et du roadbook connecté qui peut être proposé donc à des visiteurs. Donc aujourd'hui, donc ça veut dire que il peut y avoir ce rôle de tiers de confiance pour dire voilà ce qui existe sur l'étagère. Et puis si ça n'existe pas, il y a, comme disait Ludivine, tout ce travail de créativité et de design, de nouveaux services, de nouveaux produits. Et ça, au contraire, je veux dire, on a, alors, je ne sais pas si je dirais avec beaucoup de guillemets, on a peut-être 2 belles années devant nous pour le faire, parce que c'est avant tout, on sera très captif sur nos clientèles domestiques et que les gens partiront peut-être pas à l'étranger, mais si on ne le fait pas maintenant, c'est dommage. Comment on enclenche tout ça? Alors, moi je reprendrais ce que disait Emmanuel sur la notion de tiers de confiance. C'est une réflexion qu'on a eue l'an dernier à Montréal. Il y avait notamment Laurence, Yannick, on était dans le même groupe, on réfléchissait là-dessus. On se posait la question de, finalement, quelles sont les conditions à l'innovation territoriale. Donc, on parle de résistance au changement, il faut déjà qu'on soit d'accord, etc. Il faut qu'il y ait une envie, une posture, une vision, il faut qu'on ait des problématiques à résoudre. Alors là, Dieu sait qu'aujourd'hui, on a des problématiques à résoudre. Puis, on s'est rendu compte, en regardant tous les exemples d'innovation territoriale, que quand c'était le territoire et les acteurs du territoire tout seuls qui travaillaient, très souvent, on n'allait pas sur une innovation à long terme, parce que le fait d'être le nez dans le guidon ne permettait pas tout seul de pouvoir créer, enclencher, assurer, repivoter, hybrider, etc. Toutes les étapes de l'innovation. D'où l'idée d'avoir
de se dire il faut sur un territoire touristique qu'il y ait un tiers de confiance, qui soit un animateur de l'innovation. Alors qu'est-ce que ça peut être ce tiers de confiance? Ça peut être le rôle que se donne un CDT, un CRT, ça peut être le rôle d'une plateforme d'innovation comme voilà, l'Open Tourism Lab, le Tourisme Lab de la région Nouvelle-Aquitaine, des relais territoriaux. Ça peut être plein de structures en fait, mais ce rôle-là de tiers de confiance, ça veut dire sur le long terme, je suis présent sur un territoire aux côtés des acteurs locaux qui, eux, enclenchent la réflexion de manière à toujours amener des solutions d'imagination, de créativité sur la réponse aux problématiques. Et c'est le fait aussi de ces structures-là, ça peut permettre d'associer, ce que disait Emmanuel, des startups, des entreprises privées, qui ont d'autres idées, d'autres visions. Quand on préparait le Tourisme Lab en Nouvelle-Aquitaine, on s'est rendu compte que les startups, souvent, elles ont un modèle, mais elles sont sollicitées pour des expertises qui sont sur des problématiques qui sont parallèles. Et donc, je trouve que là, on est vraiment dans le bon timing pour se dire sur un territoire, si, comme je dois tout faire, il faut vraiment que je trouve le partenaire, au niveau départemental, au niveau régional, qui puisse m'accompagner, qui soit ce tiers de confiance, qui va faire qu'on soit dans une posture permanente d'innovation pour répondre aux problématiques posées. Et je pense qu'avec cet outillage-là, très décloisonné finalement, on peut embarquer derrière ces acteurs, on peut lancer de nouveaux chantiers, imaginer des projets qui ne réussiront pas tous, puisque la particularité de l'innovation, c'est qu'on a le droit à l'erreur et le droit à l'échec et le droit à recommencer. Et on peut finalement, petit à petit, sortir de cette crise. Mais par contre, un territoire qui se dit, je vois bien le problème, il faut vraiment qu'on transforme une partie de notre économie touristique, une partie de nos activités. Il va lancer ça tout en gérant le quotidien. Alors ça peut marcher, mais en fait je pense que ça peut être super difficile parce qu'en plus on n'a pas cette hybridation avec d'autres acteurs qui amènent des regards, des optiques de cerveau différentes et qui permettent justement d'enclencher de nouvelles choses. Il va quand même falloir qu'on avance et on le sent là, il y a une envie collective de faire bouger les lignes et on a aussi au niveau des municipalités de nouvelles équipes qui sont arrivées et qui ont ça en charge finalement de peut-être modifier la façon dont on travaillait et les collaborations qu'on pouvait avoir notamment avec les prestataires. Donc demain on revient de Pau. Est-ce qu'il y a un collectif qui se monte et qui commence à réfléchir à tout ça? Est-ce que chacun dans son coin prend des initiatives et se les partage? Est-ce que vous voyez quelque chose qui peut se mettre en place, se mettre en œuvre, s'organiser pour un accompagnement qui soit sur un partage finalement de ce que chacun peut essayer de faire chez soi? C'est vrai que depuis quelques semaines, on est plusieurs au sein de l'association, avec Paul Arsenault, avec Emmanuel, avec Pierre Belrose aussi à Montréal, avec Denis Genevois et Laurence Dokir en Belgique, où tout le monde a cette même problématique. On est en train de se dire, est-ce que ça pourrait pas être l'endroit, les francophonies, puisque finalement c'est très intéressant de partager avec des collègues d'autres pays, un endroit où on pourrait finalement mettre en réseau à la fois des OGD, qui seraient intéressés par cette démarche d'innovation, mais également des plateformes d'innovation, comme on a ici, etc., voire des acteurs privés qui seraient intéressés, des experts, pour finalement, au même endroit, avoir l'ensemble de cet écosystème de l'innovation et ensuite pouvoir démarrer sur des expérimentations, mais qu'au minimum, on puisse rencontrer d'autres interlocuteurs qui peuvent amener la brique manquante dans son système d'innovation. Donc c'est ce qu'on pense, on va proposer très rapidement dans les semaines qui viennent à l'ensemble des collègues des Franco pour pouvoir aller vers un peu cette mise en réseau. En fait. Ça pourrait être une étape supplémentaire. Ce serait notre modeste participation à cette nécessité d'avoir vraiment du décloisonnement. Ok, peut-être d'un mot pour conclure, chacun de vous quatre. Je rentre dans ma boutique, là, demain. Quelle est la première chose que j'enclenche? Enfin, moi, j'ai envie de dire, on inverse les rôles. On s'intéresse au client plutôt que de s'intéresser à son offre.
à la mise en valeur de son offre, parce que je pense que c'est le changement fondamental qui est devant nous, qui a été amorcé par pas mal de gens déjà, hein, bien entendu, mais vraiment c'est la démarche de design, quoi. Observer, regarder l'utilisateur, Et l'usager. ce qui nous ramène à nouveau à la notion d'observatoire, d'analyse, sur laquelle il y a pas mal de papiers en ce moment, on est relativement faible au final. Oui, parce qu'on observe des phénomènes quantitativement, des flux, mais on n'observe pas des comportements, on n'observe pas les usagers, quoi. Moi, je suis toujours frappé de cet aveuglement qu'on peut avoir sur notre vision très industrielle et progressiste développement du tourisme. Je crois qu'il faut amorcer, il faut plutôt amplifier le virage qui est en train de se prendre pour que plus rien ne se fasse sans qu'on réfléchisse d'abord à la demande, quoi, au lieu de... On revient du micro. Ouais. On oublie le macro, on revient du micro, quoi. Oui, je pense que c'est essentiel. Je pense qu'on l'avait oublié et que cette crise nous en a fait prendre conscience, que le retour à l'humain, c'est important. Et on dit, voilà, aujourd'hui, il y a cette distanciation, tout ça. Mais il faut aussi échanger avec l'utilisateur. Et moi, je sais que là, demain, les choses que j'enclenche et qui sont déjà enclenchées, c'est toujours stimuler la créativité et de travailler et de faire prendre conscience aussi aux gens qui sont tous créatifs. Et c'est ce que j'applique au quotidien. Et c'est avec tous les acteurs. Même les institutions publiques peuvent être créatives. Donc faut pas... Non mais c'est vrai, ça fait peut-être rigoler. Même les institutions publiques. Mais non mais c'est vrai, ça fait peut-être rigoler, mais moi je vois pas les choses me dire tout est... il y a des choses qui sont bonnes, pas bonnes, mais tout est bon à prendre, toute idée est bonne à prendre et à étudier. Et c'est ça qui fera la force demain d'un territoire et la pertinence de l'offre. Et vraiment c'est dans cette démarche collaborative et de se dire... on prend les idées, aucune idée est mauvaise, et on avance tous ensemble et vraiment sur du décloisonnement. Et moi, je pense vraiment, et je suis convaincue que sur la transversalité, c'est là où on va avoir des choses qui seront vraiment innovantes, et d'aller au-delà de son territoire, de ne pas hésiter à échanger aussi avec une autre région. Je pense que c'est important. J'ai trouvé ça, quelque part, à la sortie du Covid, hyper dommage, toute cette guerre marketing entre les régions, à celui qui allait attirer le plus de touristes français au final, et qui ne s'est pas posé la question, mais qu'est-ce qu'on va lui faire vivre comme expérience ? Et je pense que ça, c'est important, et moi, je sais que c'est un chantier sur lequel on travaille au quotidien, de qu'est-ce qu'on va faire vivre comme expérience pour fidéliser justement ce client. Et là, on est déjà en train de travailler sur 2021, même 2022, quoi. Peu importe ce qui se passera, mais de manière agile. Emmanuel, qu'est-ce que je fais demain ? Je reprends. Hein. Demain, je rentre, qu'est-ce que je mets en place ? Alors, je prends mon téléphone, j'appelle Ludivine. Je prends mon téléphone, j'appelle Marion du Lab de Nouvelle-Aquitaine. Je prends mon téléphone, j'appelle Stéphane du T-Hub. Je prends mon téléphone, j'appelle nos amis de l'île de la Réunion. Donc, toutes ces cellules d'innovation qui sont en train de se créer sur les territoires. Parce que je dis, Jean-Luc, il va bientôt préparer une réunion et il va falloir qu'on échange ensemble. Voilà. Donc, c'est comment réunir les énergies. Et puis, aussi, du coup, si aussi d'autres territoires veulent s'engager dans ces dynamiques de cellules territoriales, on peut contribuer à l'émergence de ça. Moi, si je suis patron de destination, demain, je rentre à la maison et je rentre en campagne électorale. En campagne électorale, c'est simple, quand on veut convaincre des électeurs, on dit on va en voir 10 d'abord, et ensuite on dit à chacun de ces 10 d'aller en voir 10 autres. Et donc, je prends dans mon écosystème 10 personnes qui, pour moi, je pense, donc ça peut être des élus, ça peut être des collègues, le CDT, l'office voisin, ça peut être des socioprofessionnels, enfin ce qui font partie de mon écosystème. Et je réfléchis aux 10 qui peuvent être le plus sensibles au message suivant. C'est de dire, je rentre de Pau, j'ai appris plusieurs mauvaises nouvelles et plusieurs bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est que, en fait, on est sûr maintenant qu'avec la Covid, ça ne va pas revenir comme avant. Et que donc, il va falloir vraiment qu'on modifie plus ou moins fondamentalement notre offre. Et qu'en même temps, on prépare une saison 2021 qui sera ou bonne ou mauvaise selon l'endroit où je me trouve. Et ça nous fait beaucoup de choses à travailler. La bonne nouvelle, c'est que c'est peut-être l'occasion de redonner du sens
au tourisme et au sens qu'on veut lui donner sur le territoire. Du coup, si on a 10 personnes, et donc on peut enclencher des actions qui vont nous permettre de réfléchir à notre modèle, d'innover, d'accompagner les plus faibles, etc. etc. Et on peut se faire accompagner, il y a des méthodes, etc. etc. Si ces 10 personnes-là, finalement, sont assez réceptives, et que chacun, même si elles en convainquent pas 10, mais c'est qu'elles en convainquent 2 ou 3 chacune, mais il y a déjà 30 à 40 acteurs sur un territoire qui sont un peu dans la même dynamique. Ça suffit pour préparer la première réunion et pour enclencher des choses. Il ne faut pas penser qu'on vaincra la résistance au changement sur 100% des acteurs au départ, mais par contre, on peut démarrer avec un groupe et c'est par ce groupe que ça ira plus loin. Donc c'est très pragmatique. Demain, je rentre en campagne électorale. Bon, et vous le voyez, il a déjà son programme. Votez Jean-Luc. Et tu nous appelles quand même. Tu fais un petit pot, tout ça. Bon, écoutez, on va conclure sur cette bonne parole de campagne électorale. On vous donne rendez-vous pour les élections l'année prochaine. Merci beaucoup à vous 4. Un message perso. Ouais. Bravo. Enfin, franchement, merci. Bravo. Merci. Super. Fallait le faire. Fallait arriver à le faire. Et... merci à vous, c'est très gentil, mais je voudrais surtout qu'on associe, avant tout, Laurent Pierre, Charlène, Paul-Antoine, Karine, Unitech, parce que c'est avec eux que chaque année, depuis maintenant 10 ans, on bosse là-dessus. Je voudrais qu'on remercie les équipes de la Mona et Jean-Baptiste qui a pris le relais de Jean-Luc avec brio. Et avec ces 3 organisations, on travaille bien ensemble. Je voudrais remercier évidemment nos 3 partenaires institutionnels que sont la région Nouvelle-Aquitaine, le département des Pyrénées-Atlantiques et l'agglomération de Pau. Également la Banque des Territoires qui a été une des seules organisations à maintenir un partenariat, et on comprend bien que les autres activités privées qui étaient nos partenaires l'an dernier aient eu plus de difficultés cette année. Et puis aussi, peut-être surtout, un grand bravo à toutes les équipes du Palais Beaumont. Je pense à Stéphane, Nicolas, Gilles. Et je leur associe aussi Jérôme Garin qui fait toutes les captations vidéo, qui va faire en sorte que dès la semaine prochaine, vous pourrez revoir tous les ateliers auxquels vous n'avez pas pu assister, y compris pour ceux qui nous suivent en ligne, y compris pour ceux qui n'ont pas pu être là. Et puis un grand bravo, un grand merci à vous d'être venus, d'avoir fait l'effort de vous déplacer malgré toutes ces contraintes, malgré les quelques difficultés pour nous rejoindre, malgré une ambiance qu'on pouvait sentir un petit peu bizarre, hein, avec ces masques. Est-ce qu'on allait bien se voir, est-ce qu'on allait bien se parler, est-ce qu'on allait pouvoir vivre à peu près correctement? Je trouve qu'au final, on a eu de belles rencontres, on était contents de se voir et ça faisait beaucoup de bien, et on est très contents collectivement. Et c'est Laurent-Pierre Corral, mot de la fin, d'avoir pu maintenir effectivement cet événement. Ouais, parce que tous les ans, tu finis en remerciant plein de gens, dont nous, mais chaque année, il y en a un qu'on oublie, c'est de te remercier toi. Et j'espère... Et franchement, ça fait 11 ans qu'on collabore. Et j'espère que quand j'aurai ton âge, j'aurai autant ton dynamisme que toi. Mais en tout cas, peut-être aussi que ça fait beaucoup à cette ambiance, mais quand on organise des choses comme ça ensemble, c'est toujours beaucoup de plaisir. Et je crois qu'il est partagé avec toutes les organisations, tous les partenaires, et puis vous tous qui venez là. Et quand il y a du plaisir partagé, normalement, ça donne un truc qui est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Ouais, il n'y a pas de souci. Merci à tous et on espère l'année prochaine. Bon retour.